Croissance, ça ne veut pas dire faire 5% par an. Croissance, ça veut dire faire 100% par an minimum, voire 200 ou 300%. Si tu fais 200 ou 300% par an, oui, on s'inquiétera moins du fait que tu sois rentable. La vérité, c'est que la plupart des boîtes ont du mal à maintenir ça très longtemps et c'est pour ça qu'après, il faut devenir rentable. Je suis Moulay Tabouré, le cofondateur et CEO de Anka, qui a levé plus de 15 millions de dollars auprès d'investisseurs des 4 coins du monde. Mais cela est grâce aux 50 millions de dollars de transactions dans 175 pays que notre startup a permis depuis l'Afrique. Et je vais vous en dire un peu plus avec Irao. Je pense que c'est faux pour ma part, parce qu'il n'y a pas moins d'investisseurs, ni moins de fonds, ni moins d'opportunités qu'ailleurs. Je pense qu'il y a plus d'opportunités, à peu près autant d'investisseurs par rapport à la taille des opportunités, mais ce qui me manque, et c'est vrai, les entrepreneurs africains, très souvent, n'ont pas la culture ni l'exécution, et donc la croissance qui permet de lever facilement. C'est faux. Les investisseurs en Afrique investissent dans tous les domaines tant qu'il y a de la croissance et de la profitabilité. Il s'avère que la tech est celle qui lève souvent des montants un peu plus élevés et qui est un peu plus couvert par les médias. Mais si vous saviez combien lèvent les gens qui font des usines de coton dans le nord de certains pays, si vous saviez combien font des gens qui, au final, n'ont même peut-être pas besoin de lever, parce que c'est pas que ça qui vont d'attirer l'investissement, c'est en général, quand tu n'as pas besoin de lever, c'est là où c'est plus simple de lever. Alors, j'aurais été tenté de dire vrai par défaut. C'est juste que effectivement, ça demandera à un moment d'aller dans la Silicon Valley, parce que c'est ça le point. Donc, c'est vrai que c'est possible à terme, c'est faux que c'est possible en restant qu'en Afrique. Et je m'explique pourquoi, parce que simplement, les investisseurs en Silicon Valley sont ceux qui ont les plus gros fonds. Il n'y a pas très peu de fonds qui sont aussi gros en Afrique, il y en a peut-être un ou deux. Et en général, tu vas avoir besoin d'une exposition internationale pour pouvoir justifier et intéresser ces investisseurs-là. Ouh, faux, hein, je suis désolé. Je pense pas qu'on puisse lever sans chez les investisseurs internationaux. Déjà parce que souvent les investisseurs locaux ont besoin d'une validation extérieure, c'est la vérité, parce que très peu d'entre eux sont sensibles et éduqués à ce mode d'investissement qu'est le VC, ça c'est une réalité. Et même pour ceux qui le sont, ils auront tendance à chercher, parce que c'est logique si on comprend le métier d'investisseur, c'est qu'eux, à terme, il faut que quelqu'un veuille investir pour récupérer leur argent. C'est ce que les gens ont tendance à oublier. À part si votre boîte crache des profits à la hauteur de l'investissement, et dans ce cas-là, vous n'aurez peut-être pas besoin d'investisseurs, souvent, l'investisseur fait le plus souvent son retour quand d'autres investisseurs arrivent. Donc, quand vous êtes capable de leur montrer le plus tôt possible que vous avez des investisseurs africains et en dehors, le plus ça leur donne de chances d'investir parce qu'ils peuvent derrière récupérer leur argent un jour. Oh non, enfin, faut pas rêver non plus. En fait, non. La seule exception, c'est si jamais vous avez déjà prouvé votre légitimité en ayant déjà fait une boîte qui s'est vendue et qui est rentable, ou en étant déjà dans une start-up à succès. Donc là, vous pouvez lever des fonds, mais vous irez pas très loin non plus sur un produit qui marche. Vous peut-être lever une fois au début, et vous allez très vite comprendre que vous n'allez pas aller plus loin tant que vous n'avez pas la croissance qui est nécessaire pour arriver au niveau suivant. Alors, je dirais c'est vrai. Le problème, c'est que ça dépend jusqu'où. Et ça dépend combien. Les gens comprennent pas. Croissance, ça veut pas dire faire 5% par an. Croissance, ça veut dire faire 100% par an minimum, voire 200 ou 300%. Si tu fais 200 ou 300% par an, oui, on s'inquiétera moins du fait que tu sois rentable. La vérité, c'est que la plupart des boîtes ont du mal à maintenir ça très longtemps. Et c'est pour ça qu'après, il faut devenir rentable. Donc, on va dire que tu peux faire de la croissance jusqu'à un point. Et après, en général, en série A, B ou C, on va te demander de commencer à être au moins l'unit économique rentable. Il faut que les gens se soignent. Franchement, ce niveau de complexe me fait mal au cœur. Mais c'est vrai que c'est une question que personne n'aurait dû me poser, mais j'en ai plein d'exemples de gens qui sont pas blancs qui ont levé, mais vous pouvez prendre Market Force au Kenya, Jamo, à part si vous comptez Hassan comme étant un blanc, et là c'est du racisme, sachez-le. Non, soyons plus concret. Non, il n'y a pas besoin d'avoir un founder blanc. Ce qui est vrai. Par contre, c'est que avoir un founder qui a un réseau, une expérience et une exposition internationale aide beaucoup. Et c'est ça la réalité. C'est que oui, si vous vous dites qu'il faut un founder qui connaît les investisseurs, qui est capable de parler à des investisseurs et qui a le réseau
et surtout la capacité à convaincre des gens d'un certain milieu, oui, c'est vrai que ça aide. Maintenant, croyez pas que tous les blancs lèvent de l'argent comme ça. J'en connais plein qui ont fait des startups qui n'ont jamais pu lever parce qu'elles étaient nulles. Donc c'est absolument pas la couleur de peau qui te fait lever. Il faut arrêter de s'inventer des excuses. C'est faux, mais je comprends pourquoi les gens pensent ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu viens d'une grande école, tu sauras probablement... Les gens qui vont investir sur toi viennent souvent de grandes écoles aussi. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir communiquer facilement. Vous avez les mêmes codes, vous savez comment faire un email, vous avez la même façon de vous d'échanger. Donc, on va dire que les gens qui ont fait des grandes écoles ont quelques avantages par rapport à ceux qui n'en ont pas fait. Mais c'est absolument pas mandatory. Il y a plein de gens qui ont levé, qui n'ont pas fait de grandes écoles. Je peux t'en citer plein. Mais le point principal, c'est que c'est un atout. Si tu as fait une grande école, mais c'est loin d'être suffisant. Et c'est pas nécessaire. Bon, encore une fois, les gens, le problème, c'est que ça, c'est des mots, je trouve, qui sont galvaudés aujourd'hui. Extraverti et introverti, c'est une fonction de comment on va dire, tu récupères ton énergie et tu dépenses ton énergie au contact des gens. Ça n'a rien à voir avec comment tu te comportes dans le business. Il y a des CEO introvertis comme Elon Musk, c'est pas pour autant qu'il lève de l'argent. Pourtant, je suis garanti que c'est un introverti pour beaucoup. Donc, ne pensez pas que introverti veut dire timide. Si vous êtes timide, oui, ça va être très compliqué pour vous. Ça, c'est clair. Parce que lever des fonds, c'est vendre. Et je vous garantis que les gens timides ont du mal à vendre tout court, que ce soit à un investisseur, à un client ou à un employé. Donc, c'est un problème d'entrepreneuriat, c'est pas un problème spécifiquement de lever des fonds. Donc, les introvertis peuvent très bien lever des fonds. Et encore une fois aussi, vous n'êtes pas censé être forcément le CEO parce que vous êtes introverti. C'est-à-dire que mes associés ont levé des fonds avec moi, mais ils n'ont pas forcément été à se taper tous les exercices comme moi. Ça dépend lequel d'entre vous est le mieux équipé pour le mener. Je dirais que c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de chiffre qui appuie le fait que ça met plus de temps, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a un problème de conviction sur l'Afrique des investisseurs qui va être, et je les comprends, beaucoup d'entre eux, en fait, ont rarement eu des exemples de succès. Plus tu as d'exemples de succès de boîtes qui ont fait des exits dans ta zone, plus c'est facile pour les gens de se dire tu y arriveras. Donc en fait, la vitesse de ton round, à quel point tu réussis à closer ton investissement, il y a une fonction ou de ta croissance ou de la conviction que tu réussis à avoir. Donc, on va dire que je pense que oui, c'est plus dur parce qu'il y a moins d'investisseurs qui ont des convictions très fortes sur les business en Afrique. Mais plus on saura prouver qu'il y a du succès et qu'on crée des belles sociétés en Afrique sur des opportunités africaines, plus ils auront de la conviction, donc plus vite ils pourront investir. C'est complètement faux. Les gens confondent lever des fonds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un communiqué de presse qui dit tu as levé de l'argent, c'est ce que les gens imaginent. Beaucoup de gens font ça et en fait ont levé auprès d'institutions de crédit. Il y a beaucoup de crédits. Par exemple, il y a Digital Africa avec Bridge du Poparco qui fait un service de bridge qui est très bien, qui te permet d'avoir un crédit pour compléter d'ici ta prochaine levée si tu as déjà réussi à convaincre. Donc non, toutes les levées de fonds ne sont pas des levées de fonds en equity, même si la réalité c'est que très souvent c'est les plus connues et les plus fréquentes. Je ne sais pas si je vais répondre de vrai et faux. Je ne sais pas si j'ai le droit, c'est de la triche, mais je pense que c'est parce que beaucoup d'entre nous lèvent en n'ayant pas non plus énormément d'expérience. Les founders eux-mêmes n'ont pas d'expérience qui leur permet de se rendre compte des benchmarks. C'est-à-dire que tu lèves en fonction de tes multiples. Donc ta valorisation est une fonction de tes multiples. Et le multiple, c'est une fonction de ton revenu, ta croissance et la profondeur du marché. Ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre nous lèvent alors qu'on n'a pas une croissance suffisante. Ou on l'a eu très rapidement ou très brièvement. Ce qui fait qu'en fait, les gens n'ont pas forcément beaucoup d'incentives pour te donner une grosse valorisation. Après, la réalité aussi, c'est que en vrai, pour pouvoir négocier dans les meilleures conditions, il faut lever au moment où tu n'as pas besoin. Et c'est ce qui se passe malheureusement, c'est que beaucoup d'entrepreneurs lèvent au moment où ils sont désespérés. Donc, ils prennent des valorisations dégueulasses et ils se font diluer. Donc, il y a un côté d'ignorance, clairement. C'est-à-dire, si tu sais timer mieux tes levées, et même moi, personnellement, j'aurais dû timer mieux mes levées avec du recul et expérience maintenant, et c'est quelque chose que j'essaye de partager aux gens. Quand et comment timer sa levée, ça change tout sur le rapport de force que vous avez et combien vous pouvez lever. C'est tellement faux. Alors, s'il pense qu'il est riche, c'est qu'il confond son argent avec l'argent de la boîte, et clairement, c'est très dangereux.
Non, un fondeur qui a levé n'est pas riche du tout. Il peut avoir un bon salaire si il a su lever dans les bonnes conditions et que sa boîte a, on va dire, la taille pour permettre ça. Et d'ailleurs, il y a plein de benchmarks que nous, on communique effectivement avec Irao dans la formation qu'on fait pour vous aider à savoir quels sont les bons salaires pour vous. Donc ça, n'hésitez pas. Ton salaire ne te rend pas riche, qu'on soit clair. Ce qui peut te rendre riche, c'est ton equity une fois que tu l'as rendu liquide. Donc, une fois que tu fais un exit. Et je vais peut-être rajouter un petit vrai, c'est que si tu es capable de lever dans les bonnes conditions, tu peux faire une partie d'exit, un petit secondary lorsque tu fais ta levée, qui te permet d'avoir de l'argent. Mais encore une fois, ça ne te rend pas riche parce que c'est un one shot. Ça ne veut pas dire que tu pourras le refaire éternellement.